Bienvenue à toutes et tous. Après le webinaire sur le journalisme de guerre, au cours duquel nous avons accueilli Edith Bouvier la semaine dernière, le replay sera disponible très prochainement sur le site du Clémy, ne vous inquiétez pas pour les impatients. Nous continuons donc cette série autour du dossier pédagogique de la SPME, dont le thème est, je vous le rappelle, l'info sur tous les fronts, avec cet épisode qui va être consacré à la bataille de l'attention. Dans notre société hyper connectée, l'attention de chacun d'entre nous est devenue un bien recherché par toutes les plateformes pour monétiser les données et ainsi récolter et alimenter leur modèle économique. Pour comprendre et identifier les mécanismes mis en place, adopter un regard critique sur le fonctionnement de ces plateformes, nous recevons ce soir Dominique Boulier, professeur en sociologie à Sciences Po Paris, auteur de Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux et de la fiche info que vous trouvez dans le dossier pédagogique de la SPME, la captation de l'attention par les plateformes numériques. Je lui laisserai la parole dans une petite minute, mais avant, je vous montre quelques ressources pédagogiques. Donc, évidemment, le dossier pédagogique de la SPME avec la fiche info dont je viens de vous parler et 2 fiches pédagogiques, une orientée plutôt premier degré qui sert avec laquelle vous pouvez étudier avec les élèves le modèle prédictif des algorithmes de YouTube en fonction des utilisateurs, donc qui permet une première approche de cette captation des données et de leur utilisation pour capter l'attention. Et une fiche plutôt orientée second degré. En cherchant dans les petites pépites que vous pouvez trouver sur le site du Clémy, vous allez également trouver... j'espère que je ne suis pas passée trop vite. Voilà, évidemment. Un premier déclic critique qui va vous aider à différencier un clip d'une publicité sur YouTube, donc plutôt à destination du premier degré. Donc le principe des déclics critiques, ça va être des questions posées en classe et vous pouvez suivre les questions des élèves et vous inspirer de ça pour des séances pédagogiques. Et vous avez un tas de ressources sous cette petite vidéo qui peuvent vous guider dans vos pratiques de classe. Une publicité, toujours sur la publicité sur YouTube, mais plutôt orientée second degré. Pareil, le même principe. Donc vous retrouverez ça sur le site du Clémy, dans l'onglet ressources, dans les ressources vidéo. Mais vous avez aussi donc des fiches pédagogiques. Alors j'ai sélectionné pour vous une fiche sur les influenceurs, comprendre les intentions derrière les publications des influenceurs. Une autre sur les données, la vie privée, la publicité, qui vous aidera à comprendre l'économie du web. Et voilà, vous en trouverez plein d'autres. C'est celle que j'ai rapidement sélectionnée pour ce webinaire. Et je vais sans plus attendre laisser la parole à Dominique Boulier. Donc, je vous laisse reprendre les outils de présentateur pour pouvoir charger votre diaporama. Alors, merci beaucoup. Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, parfaitement bien. Bon, d'accord. Et donc, je prends ma présentation et j'ai intitulé ça effectivement économie de l'attention parce que cette dimension-là va être importante. On pourrait parler d'économie cognitive d'ailleurs aussi de l'attention parce que cette dimension de la cognition suppose aussi des coûts cognitifs, vous savez, donc c'est des choses qui marchent ensemble un petit peu. Et voilà, bon, ça marche. Bon, donc quand je présente ce petit tableau, j'ai à peu près peu de chances de perdre si je parie que il y a quelqu'un au moins qui a que tous vous avez au moins une de ces applications. Bon, c'est un peu, bon, avec un usage plus ou moins intensif, mais enfin, on dit quand même qu'on est tous au-delà d'1 heure minimum d'utilisation par jour dans toutes ces applications qui sont d'un genre différent. Vous voyez bien, hein, il y a des applications de réseau social un peu classiques avec des contenus. Il y en a d'autres qui sont des réseaux comme WhatsApp ou Telegram d'interaction, et puis d'autres qui sont vraiment des offres de contenu d'un style un peu différent comme Reddit ou bien Twitch par exemple. Donc je ne vais pas faire le sondage parce qu'on n'a pas les outils pour ça. Il faut savoir qui travaille sur quoi. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a là une occasion de s'exprimer les uns les autres. C'est pas seulement de consulter, mais aussi de s'exprimer avec des variations dans les tendus. Mais on a, disons, une ouverture qui était un peu au cœur de la promesse du web et du début du web à partir de 90-91, et puis qui s'est développé effectivement dans les années 2000, même avec le web 2, et donc tout le monde peut contribuer, produire du contenu, s'exprimer, et en réalité, ça s'est transformé en autre chose, c'est-à-dire qu'on peut surtout réagir. Donc, vous voyez, c'est un peu assez différent. Il y a une partie de
de production de contenu qui reste, bien entendu, parce que les uns et les autres, vous avez sans doute quelques endroits où vous publiez des posts, des liens, où vous exprimez, mais aussi vous réagissez énormément, nous réagissons énormément à l'ensemble des contenus qui sont poussés, et c'est le mécanisme même clé de ces plateformes. Donc n'oublions pas cela, c'est que de l'expression, on a basculé à de la réaction. Vous voyez bien que c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là, c'est pas tout à fait les mêmes, la répartition du même, et c'est pas la même, comment dire, attitude sur le plan cognitif, quoi. Alors, ces questions-là, c'était déjà posées au temps de la télé. Bon, avec le Clémy, vous savez effectivement à quel point les médias, ça fait longtemps qu'ils traitent cette question, indépendamment même des réseaux sociaux. Et donc, les médias, le temps de cerveau disponible de Patrick Lelay, pour ceux qui sont plus vieux, eh bien effectivement, c'est quelque chose qui était assez cynique dans la façon de le présenter, puisque ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, qui voulait dire que les programmes servent surtout à mettre les cerveaux humains dans les bonnes dispositions pour accepter la publicité. Ce qui était assez pourtant réaliste du point de vue du modèle économique qui est le leur, et donc qui donnait un rôle au contenu de stimulation et de mise en condition pour recevoir la publicité. Donc la critique, évidemment, était permanente de ce type d'approche, mais c'était quand même la réalité du modèle économique fondé sur la publicité était un peu mise sur la table, d'une certaine façon. Et on voit bien que quand, dans la même époque médiatique, dans les années 60, quand Andy Warhol disait « chacun cherche son quart d'heure d'attention », il n'était pas dans un milieu, dans un environnement numérique avec une haute fréquence de réseaux sociaux, etc. C'était vraiment l'environnement médiatique classique et il avait vraiment très bien compris tout cela de ce point de vue. Alors désormais, nous avons ce que nous appelons les vanity metrics, vous savez, en anglais. Alors vous les voyez, c'est les petits likes, les boutons qui nous permettent d'agir d'une certaine façon et en même temps de récupérer des données sur combien de personnes ont liké, combien de personnes ont retweeté, etc. Donc tout cela, ce sont des choses qui donnent un feedback, qui donnent un retour sur notre visibilité et qui du coup nous construit une forme de réputation. Et donc ça, c'est important. Le terme vanité métrique, je l'utilise beaucoup parce que je trouve qu'il est bien, quoi. Il dit effectivement bien que c'est finalement miroir, mon bon miroir, que dis-tu que je suis? Eh bien voilà, on a finalement ce feedback permanent qui nous donne une idée de notre popularité ou de notre réputation. Et n'oublions pas que du coup, ça a un effet sur nos propres comportements, parce qu'évidemment, c'est quand on se rend compte que tout ce qu'on publie, personne ne le like, ça devient un peu vexant. Alors évidemment, on apprend ce qu'il faudrait faire pour le liker un petit peu quand même, quoi. Bon, pas avoir les millions de followers de certaines vedettes, certainement de certaines stars, mais bon, c'est autre chose. Mais nous sommes passés dans cela. Alors donc, nous sommes passés du fait dans un certain format de l'attention qui, évidemment, a des propriétés qui sont issues de notre condition humaine, toute bête, et qui n'ont pas changé de ce point de vue-là, mais qui en réalité ont été amplifiées par le numérique. Donc ça va être très important de retenir ce terme. Moi, j'évite de parler de révolution, je parle plutôt effectivement d'amplification. La particularité étant qu'il y a là deux dimensions de l'attention qui ont été particulièrement étudiées et que ça me permet de construire des régimes d'attention dans lesquels certains sont amplifiés et d'autres moins. Donc les deux dimensions de l'attention, elles datent on peut les dater de Ribot en 1889, où il y a la durée et l'intensité, et la durée, finalement, moi je la traduis comme comme le principe de fidélité, c'est-à-dire vous avez une forme d'attention automatique qui est bien connue maintenant des sciences cognitives, que Schneider et Shiffrin, etc., c'est-à-dire sans contrôle, spontanément, le matin, vous vous levez, vous ouvrez votre téléphone, il est déjà ouvert d'ailleurs, et puis à ce moment-là, vous regardez un certain nombre d'applications, et vous avez même des journaux ou d'autres, de médias, et en réalité, vous vivez dans votre petit monde web où il y a des habitudes, et c'est la même chose pour tout un tas d'autres activités. Et de la même façon, pour vos cornflakes ou je sais pas quoi, vous ne posez pas 50 questions toujours. Certains si, hein, remarquez, mais bon. Et donc, c'est quand même le règne des habitudes, c'est quand même très économique là sur le plan de la cognition, la répétition, la sélection de science, comme on dit, hein, c'est-à-dire ce qui fait signe. Et vous savez tout de suite, à moitié endormi, où est le paquet 2 parce qu'il y a une marque, il y a un visuel, etc. Donc on est dans la logique de la reconnaissance et bien entendu ça doit servir comme tout le principe attentionnel, ça sert à inhiber les activités concurrentes parce que sinon vous avez tout un tas de signaux. Donc
quand vous capitalisez sur votre habitude, eh bien, de fait, les autres ont beaucoup de mal à rentrer dans cette forteresse de vos routines, d'une certaine façon. Donc, vous avez cette familiarité, c'est de la reconnaissance et non de la connaissance. Et donc, spontanément, vous allez dans un magasin, vous allez sur Internet et vous allez tout de suite voir le logo et ça va suffire à vous activer votre mémoire de ce point de vue-là. Mais l'autre, qui est exactement contraire d'une certaine façon, c'est celui de l'intensité, où on met en avant l'intensité. Et évidemment, les deux sont un peu contradictoires parce que la durée, ça peut être effectivement la fidélité, ça peut être très long quoi, sur la durée, alors que c'est ça qui permet de faire une économie de ce point de vue de l'énergie cognitive, alors que du côté de l'intensité, c'est des alertes. Et là, c'est ce qu'on appelle le priming, c'est-à-dire un amorçage qui éveille l'attention en mobilisant une mémoire implicite. Il se passe quelque chose, etc. Et donc c'est plus les signaux sont forts de dans ce sens-là, et bien, et plus ils vont arriver à percer l'enveloppe que vous vous êtes créée dans cette fidélité. Alors c'est pour ça que j'ai produit du coup 4 régimes d'attention. La fidélité, vous la voyez, c'est effectivement celle qui repose sur des certitudes. On a toujours fait ça et on continuera. Des attachements, c'est-à-dire qu'on est attaché à sa chaîne de télé, à son journal, du point de vue des médias, mais aussi à ses produits de consommation, etc. Et puis de l'autre côté, c'est l'alerte qui, là, au contraire, pousse à vous détacher de vos habitudes et à vous secouer et à vous solliciter pour créer du coup une forme d'incertitude qui peut être très bien supportée par plein de gens. Il n'y a pas de problème. Les profils psychologiques peuvent être différents de ce point de vue-là. Il en existe 2 autres, donc je peux parler aujourd'hui, quasiment pas. C'est celui de la projection, où là vous êtes dans la posture attentionnelle classique, c'est-à-dire quand on dit être attentif, eh bien c'est plutôt celui de la projection qui consiste à cibler, avoir un objectif et à traiter, à filtrer l'information en fonction de cet objectif-là. Donc on a des certitudes, on sait où on va, mais on est capable de se détacher de tout l'environnement et de se focaliser. Et ça, c'est ce que j'appelle la projection, au sens où il faut effectivement aller chercher les informations et aller, quand on est concentré sur une tâche, etc., c'est ce que l'on fait. Et à l'opposé de cela, eh bien, on accepte aussi non pas d'être celui qui va chercher et qui contrôle, mais celui qui se laisse prendre, vous voyez, et c'est l'immersion. L'immersion, on se laisse prendre, eh bien, effectivement, c'est une expérience qui s'est développée énormément, notamment avec l'art contemporain d'abord, et puis désormais avec les jeux vidéo, puis avec la réalité virtuelle. C'est une expérience esthétique extraordinaire, certainement, et qui change tout par rapport à la perspective de ce point de vue, mais il faut bien voir que elle a des particularités et elle l'occupe, disons, elle sait envelopper tout votre espace mental en créant justement une incertitude parce que vous ne savez pas où ça vous emmène tout ça. Vous êtes immergé, vous vous laissez porter, quoi. Donc ça, c'est un point important. Alors, je ne vais pas parler de ces deux-là, immersion et projection, je vais me focaliser sur les 2 autres parce que c'est la fidélité et l'alerte qui ont été aussi qui sont en jeu actuellement en tension, même si l'immersion a été aussi amplifiée, il faut le noter, puisque tout l'ensemble de l'écosystème des jeux vidéo joue un rôle très très important, et je ne disqualifie pas du tout les jeux vidéo, y compris d'un point de vue éducatif, je considère au contraire que c'est extrêmement intéressant. Alors, donc, la fidélisation, c'est cet attachement durable où on capte l'attention durée. Donc, comme je le disais, ça crée des habitudes, des évidences, des choix naturels. C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous poser de questions, quoi. Parce que résoudre des problèmes, c'est ça qui est coûteux sur le plan cognitif. Donc, c'est facile, c'est un cadrage. Et vous voyez qu'il y a aussi toute une activité des médias, des mass médias aussi, qui consiste à ça, à cadrer avec un certain nombre de routines. Et vous savez que les sujets viennent d'un tel ordre, etc. Et donc, avec ça, vous êtes emporté sans avoir de questions à vous poser. Ça crée ce qu'on peut appeler même de l'immunité face à d'autres offres contagieuses, donc ça permet d'être dans son monde habituel, etc. Et c'est pour ça je joue un peu sur les mots en parlant d'emprise, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément vous-même une prise sur le monde, mais il y a une emprise de ce système et de cette offre qui fonctionne très bien. Alors, il faut voir qu'il y a des systèmes techniques qui ont servi à cela dans le web. C'est le cas quand Google, dans son PageRank, a introduit Hummingbird, qui permet justement d'augmenter la personnalisation. C'était pas quelque chose qu'il y avait avant. Dans les années 2000, quand vous voyez des pages Google, des résultats, ils étaient à peu près identiques selon les types de requêtes que vous faisiez. Tout le monde voyait la même chose. Et puis petit à petit, ça s'est transformé. Donc on a personnalisé, on a rendu votre bulle, si vous voulez, un peu plus confortable. Et vous savez très bien, quand vous faites des requêtes maintenant, avant même d'avoir fini de taper, il vous l'a déjà complété. Et ce système-là, ça veut dire qu'il sait, à partir de toutes les informations qu'il possède, ce qui pourrait être votre question, votre requête. Et en général, il a raison d'ailleurs. Et à ce moment-là, tac, ça marche. Et vous vivez dans ce petit monde de personnalisé, quoi. C'est ce que Pariser a appelé effectivement le filter bubble,
qui créent une forme de chambre d'écho. Mais c'est aussi des systèmes comme l'autoplay de Netflix, par exemple, ou de tout un tas d'autres maintenant qui sont pas exactement identiques à Netflix, mais où vous avez de toute façon un autre épisode, voire une autre série qui vous est proposée immédiatement. Vous n'avez pas de questions à vous poser, vous baignez dans ce monde-là très simplement. Donc, ça permet effectivement de renforcer ce qu'on appelle en sciences cognitives le biais de confirmation. C'est-à-dire que vous avez toujours les croyances, les valeurs, les univers culturels, les références qui sont en permanence réactivés, et ça vous confirme dans le monde que vous aviez choisi ou qui était dans lequel vous viviez auparavant. Alors ça correspond un peu aussi à ce que dit Kahneman, si ça veut bien marcher, voilà. Ce que dit Kahneman quand il oppose le système 1 et système 2, qui est un prix Nobel d'économie, enfin, il était un prix de la Banque de Suède, mais donc Kahneman est assez connu dans ce domaine, avec Tversky, où il oppose une opposition un peu simpliste, bien sûr, du point de vue des sciences cognitives, mais c'est quand même très utile pour comprendre à quel point nous avons beaucoup de bénéfices à utiliser un cerveau rapidement, inconscient, automatique, qui nous sert pour les décisions de tous les jours, mais évidemment avec le risque que ça engendre des erreurs. C'est-à-dire qu'on est souvent amené à répéter des habitudes, y compris dans un contexte qui ne le justifie plus. Et donc, si vous êtes à moitié endormi et que vous pensez suivre une voie pour prendre le métro quelque part, et puis qu'en réalité, eh ben, pour une fois, ça a changé, le chemin n'est pas tout à fait identique, alors terminé, vous êtes perdu. Bon. Donc c'est pas la même chose que le système 2, où là, par contre, vous acceptez, il faut le vouloir quelquefois, parce que c'est une question ça suppose un effort. Ça va être un cerveau lent parce qu'il va être conscient et vous allez devoir mobiliser des efforts et vous allez traiter des décisions complexes. Donc c'est un cerveau qui résout des problèmes, cette partie-là. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, parce que si vous n'étiez que quelqu'un qui résout des problèmes, vous n'arriveriez pas à survivre, il faut bien comprendre. De l'autre côté, si vous n'étiez que quelqu'un qui cherche à répéter et à réagir spontanément, et c'est la même chose, vous ne seriez même plus capable de décider réellement, vous seriez toujours dans la réaction. Donc la différence, c'est que le système 2, effectivement, il est plus fiable parce que vous prenez le temps de prendre en compte les différentes options et les différentes possibilités pour vous. Et donc, ça nous donne effectivement ce que disait Tarde, d'ailleurs, à l'époque, un sociologue français de la fin du XIXe siècle, qui disait effectivement que nous agissons le plus souvent comme des somnambules. Ce qui est un peu fort, peut-être, on est un peu vexé de se dire ça, mais en réalité, c'est pas complètement faux. Et donc, vous avez les cartes de fidélité qu'on vous développe, qu'on vous propose, et puis vous avez les fidèles qui viennent à la messe, chez Apple. Et donc, vous voyez un petit peu ce genre de fidélisation, c'est quelque chose qui vous fait un univers, qui vous donne des habitudes, qui est très confortable, bien entendu. Et donc, évidemment, ça crée aussi des effets de renforcement des oppositions. C'est pour ça qu'on parle de polarisation avec ces enfermements dans la bulle de filtre, parce que, effectivement, vous renforcez vos semblables. Donc, le in-group, comme on dit en psychologie sociale, devient plus fort. Évidemment, on s'oppose encore plus au non-conforme, au out-group, etc. Donc, ça confirme l'entre-soi, les croyances. Et évidemment, c'est un élément confortable, mais qui peut générer des antagonismes beaucoup plus virulents et qui peuvent créer des problèmes comme on le voit avec le harcèlement sur les réseaux sociaux ou bien les oppositions politiques qu'on peut avoir dans les débats, etc. Évidemment, un des risques, c'est quand même la fidélisation, c'est-à-dire qu'à force d'être tout le temps devant les mêmes contenus, devant les mêmes offres médiatiques, puisque je reste dans ce domaine-là pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de mémorisation, de stimulation, on allume la télé par exemple, et puis c'est tout juste, on sait ce qui s'est passé, quoi, parce on zappe, etc. éventuellement, mais c'est tout. Donc on est effectivement dans une situation de faible défense et de faible volonté qui, paradoxalement, crée des occasions pour les concurrents, qui peuvent du coup attaquer votre système attentionnel, puisque à partir de là, vous n'êtes pas en position de défense, vous êtes dans un univers confortable. C'est là où intervient effectivement le deuxième régime, celui de l'alerte, où là c'est la surprise, c'est pas l'emprise, c'est la surprise, on vient vous prendre d'une certaine façon, et le numérique a amplifié celui-là massivement, bien plus que les autres, le numérique en réseau, je veux dire. Et c'était quand même aussi dans les vieux médias qui existent toujours, comme Paris Match, vous vous souvenez peut-être pour les vraiment plus vieux, le choc des photos dans les slogans, eh bien c'était ça, c'était on fait du choc et on va capter justement le public en proposant de l'intensité, notamment des images, bien entendu. Et ça permet de se détacher vis-à-vis des autres attachements. Alors là-dessus, les campagnes publicitaires ont joué beaucoup là-dessus. Par exemple, Benetton faisait beaucoup ça, évidemment, et ça sert à renforcer justement, à être on appelle ça le priming parce que ça veut dire ça vient devant les autres signaux. Le signal est tellement fort qu'il
élimine les autres, il vous choque pour vous faire rire ou pour vous faire horreur, mais c'est pas grave, c'est important. Et ça crée des événements qui vont vous détourner de vos habitudes. C'est le principe même de cela. Et cet élément-là est très important parce que quand on analyse, excusez-moi pour la taille toute petite des lettres sur cette flash, je sais pas comment elle a fait pour se transformer comme ça, c'est pas la taille normale, mais bon. Et donc on a effectivement dans l'analyse des fake news, un certain nombre de chercheurs qui ont montré, Vosugi notamment dans ce papier de Science, qui ont montré comment c'est des papiers de data science, hein, donc c'est sur des millions de données qui ont été traitées, et où on observe le parcours de ces fake news et l'audience qu'il y a et la réactivité qu'il y a à chacune d'entre elles, et on voit que ce qui fait réagir le plus, c'est ce qu'ils appellent le novelty score, c'est-à-dire ils construisent un novelty score qui fait que quand c'est différent de ce dont vous avez l'habitude, eh bien ça vous fait réagir. Ça vous maintient pas dans le flux, parce que ça c'est une autre pression, une autre demande des plateformes aussi, de vous maintenir dans le flux, mais en même temps, si vous vous maintenez sans réagir, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Pour des raisons publicitaires, je vais y venir tout à l'heure. Et de l'autre côté, par contre, vous êtes dans une logique de choc, et vous êtes du coup entraîné à réagir pour dire que vous détestez, que vous aimez, ou pour republier ça en disant regarde ce qu'ils ont dit, c'est n'importe quoi, etc. Donc c'est bon, votre attention a été suscitée et vous êtes mis en alerte, et c'est une opération qui marche. Alors pour cela, il y a quand même des éléments matériels qui construisent cet univers. C'est ce qu'on appelle on emploie le terme d'affordance, c'est-à-dire effectivement, c'est ce qui vous permet d'agir. Eh bien, c'est là où, y compris sur le plan éducatif, j'y viendrai tout à l'heure, il y a des éléments importants à mesurer. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un design des applications qui vous permet de réagir petit à petit plus rapidement et de générer du coup de l'engagement. C'est le terme qu'on emploie dans cet univers, les taux d'engagement. Donc c'est cet état d'alerte permanente. Alors, Twitter est pour moi l'exemple type de cela, typique de ce qu'on a pu appeler une captologie. C'est un chercheur de Stanford qui a utilisé le terme et qui a construit tous les éléments d'analyse de tout cela, en disant comment est-ce qu'on peut capter l'attention et garder le public, et surtout, non pas le garder seulement passivement, mais le faire réagir en plus. Et cela, c'est pour ça que Twitter est un design absolument incroyable, même s'il est en train d'évoluer considérablement, comme vous le savez. Et donc, faut pas manipuler ça bêtement, parce qu'y compris, il peut perdre à faire Elon Musk à faire le malin, à tester tout un tas de choses. Il peut se trouver à perdre réellement les ressources, le pattern, l'environnement qu'il a créé et qui fait toute la valeur attentionnelle de son système. Donc les premiers, c'est le bouton retweet, qui est inventé en 2009. Parce que vous n'avez plus à recopier un tweet et à le remettre dans un autre tweet, vous avez juste un bouton qui s'est encore simplifié depuis, et ça c'est très important pour la réactivité et pour la viralité. Vous voyez un petit peu les effets généraux quand on passe à l'échelle du système. Et puis la réduction de 100 à 140 caractères, donc on appelait ça un micro-blogging, comme si ça avait un rapport avec le blog, vous voyez. En réalité, 140 caractères, c'est tout à fait autre chose. Et puis ensuite, 280 maintenant, il parle de passer à 4000, ça va aussi complètement changer la philosophie de Twitter. Je pense que c'est pas forcément un bon calcul de son point de vue. Et puis les hashtags, c'est-à-dire qu'on design des concepts, des domaines d'intérêt, des questions, etc., des sujets, des thèmes, à partir d'un mot. Vous voyez, un mot ou deux à coller, mais bon. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que ça facilite la circulation, ça facilite la réactivité, ça facilite l'agrégation de mise en relation d'un certain nombre de contenus. Et puis le trending topics, c'est très important. C'est-à-dire, vous le voyez quand vous êtes sur Twitter, eh bien, vous avez effectivement qu'est-ce qui est en ce moment discuté. Et c'est pas seulement ce qui est discuté, parce que sinon, ça serait un score de popularité, mais c'est ce qui est en train de s'accélérer, maximum. Vous voyez, c'est cette accélération, c'est ce qu'on appelle effectivement un tipping point, le moment où ça décolle. Et c'est cette mesure-là qui est utilisée pour projeter un score de trending topics. Et qui évidemment, le problème, c'est que ça sert à se dire, ah ben c'est de ça dont on parle, ou dont on va pas tarder à parler, donc il faut y être dessus, quoi. Ce que font malheureusement aussi un grand nombre de journalistes qui, au bout du compte, se sentent obligés d'être de ce temps ultra court dans la haute fréquence de tout cela, quoi. Alors, évidemment, vous me direz, mais ça, on s'en moque un peu, y compris parce que nos publics, les jeunes, sont plus sur Twitter vraiment, etc. Oui, mais le problème, il faut bien comprendre que Twitter est un public très particulier, entre les journalistes, les médias, les décideurs, les people, etc. Et tous ces gens-là rythment du coup la vie politique parce qu'ils favorisent la visibilité de la prise de parole des personnes importantes, on va dire. Et donc celles-ci,
elle nous oblige d'une certaine façon, même sans être sur Twitter, paradoxalement, à être percuté par cela. Et vous êtes sur un autre réseau social et on vous dit, ah bah, t'as vu encore le dernier tweet de, et puis voilà, vous vous êtes retrouvé là-dedans. Donc c'est ce que j'appelle un peu l'horloge atomique à haute fréquence, c'est-à-dire que Twitter donne le rythme et sans arrêt rebalance de nouvelles éléments de l'information. Alors une des premières viralités très élevées, ça a été la mort de Ben Laden en 2011, où effectivement, là, on atteignait quand même plus de 5000 tweets par seconde. Donc le tweet par seconde, c'est la mesure type de la viralité. Et ça signifie quelque chose. Je veux dire, alors on peut savoir pourquoi à ce moment-là ça décolle, etc. Tout cela avant que l'annonce officielle soit faite, hein, bien entendu. C'est ça qui est intéressant. C'est la même chose dans le débat public où on voit par exemple au moment de la campagne Obama, alors vous voyez ce que c'était à l'époque d'une campagne où il n'y avait pas l'intensité et l'explosion des réseaux sociaux comme on connaît maintenant. Vous voyez que Leskovec et Kleinberg avaient inventé un meme tracker qui sert à tracer justement les citations qui sont reprises d'un média à l'autre. Et donc ils agrégeaient tout cela. Et vous voyez la forme que ça présentait, là c'est semaine par semaine, vous voyez, pendant la campagne Obama. Et vous voyez qu'effectivement il y a des pics comme ça, et puis hop, ça disparaît. Donc toute l'attention collective monte sur un sujet, sur une phrase, et puis terminé, redescend aussitôt après. Voilà un modèle attentionnel qui évidemment est un peu éloigné des modèles de l'espace public où on pensait qu'on allait pouvoir discuter, délibérer, argumenter, etc. Non, là c'est du choc, de l'alerte, et tout le monde réagit. Donc effectivement, ça devient même un critère pour tout le personnel politique de dire suivez-moi, je réagissez derrière tout ce que je dis parce que c'est moi qui va donner le tempo de la vie politique quasiment, quoi. Il y a un peu cet idéal-là, quoi. Donc là aussi, effet de réduction par contre de mes slides et de la légende, donc je vous lis ce qu'il y a dessus. Nous sommes devenus effectivement des sismographes, nous sommes les véhicules des virus de la pensée. Vous savez qu'en viralité, pour les virus, on analyse effectivement fait que le virus se greffe sur un véhicule, et bien là, c'est nous qui sommes les véhicules, c'est-à-dire ça nous circule, ça nous traverse, et du coup, la question va être se poser de savoir comment nous sommes capables de couper ces chaînes de contagion qui engendrent la polarisation, comme je viens de le dire tout à l'heure, par cette réactivité et cette viralité. Alors, le risque évidemment de l'alerte, c'est qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'alertes que vous devenez complètement blasé, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est l'effet saturant du buzz. Allons-y, encore une, bon voilà, et puis vous ne pensez plus à grand-chose après cela, parce que de toute façon, vous avez compris que de toute façon, c'était que de l'écume, et donc ça ne vous intéresse plus. Cela dit, c'est pas si évident de faire ça, parce que quelquefois, on accroche quand même à tout cela, quoi. Donc c'est ce qu'on avait appelé quand je travaillais à Compiègne avec mon équipe, l'équipe que je dirigeais, dans laquelle il y avait des gens de sciences cognitives. Effectivement, on avait appelé ça le syndrome de saturation cognitive, qui n'est pas une question de volume, c'est une question de hachage, vous voyez. Ça, c'est très important du point de vue éducatif, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait qu'il y a beaucoup d'attention ou beaucoup de temps passé, mais le fait qu'il est haché systématiquement. Retenez bien ça, c'est vraiment un point très important. Donc, on ne peut pas se concentrer, comme on dit d'habitude, et on a effectivement cette alerte systématique qui était déjà présente dans les notifications des SMS des anciens téléphones, vous voyez, même pas des smartphones, vous voyez. Mais là, quand c'est amplifié à ce niveau-là, ça devient extrêmement difficile de pouvoir se concentrer sur quelque chose d'autre. Donc les bénéfices pour les plateformes, évidemment, c'est cela, c'est de s'insérer dans le flux attentionnel de chacun et de pouvoir du coup activer cette réactivité. Alors j'en viens justement à ce rôle des plateformes et à leur modèle économique, et là, ça j'ai insisté plutôt sur la partie cognitive, là j'insiste plus sur le modèle économique lui-même. Et sur ce modèle économique, eh bien, il faut bien voir que ces traces de comportement, elles sont vraiment essentiel à l'activité et au profit de ces plateformes numériques que j'appelle un peu l'oligopole de l'attention numérique, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, elles se distribuent les rôles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est-ce qui les capte, ces traces d'attention? Eh bien, ce sont eux, ce sont elles, les plateformes. Cela dit, c'est elles qui ont créé le système pour les produire, donc elles sont les premières à les réutiliser, évidemment. Mais qui est-ce qui encourage l'engagement et la génération de ces traces? Eh bien, ce sont les plateformes elles-mêmes aussi, et ce sont elles, évidemment, qui les commercialisent, qui vont vendre l'information qu'elles obtiennent sur nos comportements aux marques à ce moment-là. Et ce sont elles aussi qui les analysent. Et quand on les analyse, évidemment, pour les sciences sociales, c'est un peu dommage, mais c'est en réalité elles finissent par en savoir bien plus que nous autres de sciences sociales, parce qu'elles savent des détails de comportement et elles testent des corrélations qui leur permettent d'avoir une vision, non pas d'un individu, mais de profils sur lesquels elles peuvent vendre de la publicité. Mais le problème, c'est qu'en termes de responsabilité éditoriale, il n'y a plus personne, vous voyez. C'est-à-dire que là, quand il s'agit de dire est-ce que vous êtes responsable
de ces tweets ou de ces posts qui font réagir tellement et qui génèrent de l'engagement, donc c'est très bien. Ah ben non, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Alors, on va voir tout à l'heure que ça a un peu changé. Mais c'est quand même quelque chose qui pose un vrai problème, la responsabilité éditoriale. Et là, c'est face au pouvoir et à la puissance de fabrication et de stimulation des traces qui est celle des plateformes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de traces? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette hyper-fréquence? Il faut bien comprendre, et je reviens du coup à Lelay quand il parlait de la vente de produits de publicité, de contenu qui allait justement servir à mettre en état le cerveau pour la publicité. Eh bien, ces contenus sont de fait là aussi seulement les déclencheurs de l'attention qui vont pousser à générer des traces en masse pour justement être capable de les recalculer en produits prédictifs. Et là, j'emploie les termes de Shoshana Zuboff, qui a publié un livre sur l'âge de la surveillance, du capitalisme de surveillance. Et donc, ils sont recalculés en produits prédictifs, c'est-à-dire on est capable de prédire où vous allez vous trouver parce que vous avez tel paramètre corrélé. Et donc, à ce moment-là, c'est cela qu'on va revendre aux marques. Je vais venir après sur les limites de cette affaire. Mais bon. Donc, quand on parle de traces, il faut bien que vous compreniez aussi qu'on a un vrai problème avec le RGPD de ce côté-là, parce que le RGPD parle de données à caractère personnel, mais en réalité, il date déjà un petit peu. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est réellement commercialisable et utilisé dans le calcul, ce ne sont pas forcément ces données à caractère personnel, votre numéro de téléphone ou votre date de naissance, quoi. Ce sont plutôt des choses qui vont être liées à des éléments micro-comportementaux qui font que vous avez passé tant de temps sur une page, que vous avez recliqué de tel endroit à tel endroit, que vous avez une telle personne que vous likez systématiquement, etc. Eh bien, tout cela, quand on les calcule, quand on les observe, on voit par exemple que Facebook, il y a 614 critères systématiquement utilisés qui sont effectivement des paramètres qu'ils vont utiliser dans tous les pays. Puis aux États-Unis, comme la législation est beaucoup plus laxiste en matière de données qui du coup deviennent à caractère personnel, là, plutôt classiquement, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des data brokers, c'est-à-dire des gens des entités, des agences qui vous revendent les données personnelles, par exemple, des fichiers de crédit. Quand vous achetez une voiture, vous l'achetez à crédit, vous avez le fichier, normalement en France ou en Europe, vous ne pouvez pas le revendre. Et là, s'ils le revendent, et puis allons-y, ça a quelque chose qui va entrer dans la boucle de la prédiction de vos comportements, et à partir de vos comportements individuels, mais surtout agrégés à des modèles plus complexes de profil, quoi. Donc vous voyez que c'est un niveau beaucoup plus micro et beaucoup plus, infinitésimal que de ces traces sur lesquelles il faudrait travailler. Bon, le RGPD n'arrive pas à rentrer à ce niveau-là. Alors avec, évidemment, quand on apprend tellement de choses de tous ces comportements, de tous ces détails, eh bien on finit par savoir mieux que les internautes, les utilisateurs, ce que nous voulons. Donc votre façon de vous comporter, on peut la prédire, et à partir de ce moment-là, on vous pousse des contenus d'un certain type, de la même façon que pour ceux qui sont des producteurs de contenu, et Netflix le fait aussi très bien, c'est-à-dire et Google le fait pour la publicité, il vous dit aux agences de pub, il vous dit voilà ce qu'il faut, quel type de pub il faut que vous fassiez, parce que nous savons ce que vous devez publier et ce qui va être gagnant, avec ces produits prédictifs qui ont été conçus par le machine learning, l'intelligence artificielle, qui exploite les traces. Voilà. Alors moi j'ai un certain nombre de propositions de points d'action pour terminer, que vous discuterez bien évidemment, parce que vous voyez bien on a l'impression d'être un peu démuni par toute puissance de ces plateformes, alors qu'en réalité c'est faux, on a possibilité aussi d'agir de plusieurs façons. Alors évidemment, un des enjeux clés qui va vous concerner aussi en tant qu'éducateur, c'est le fait que on sait désormais très clairement la dérive pathogène de certaines plateformes de réseaux sociaux et de certains types de mise en évidence, typiquement sur Instagram, des filtres, etc., quoi. Donc tout cela, c'est des choses qui sont vraiment très sérieuses, qui ont été documentées par ce qu'on appelle les Facebook Papers, mais qui étaient liés à Frances Haugen, qui est partie de Facebook en emportant toute documentation pour montrer que Facebook sait les conséquences pour certaines personnalités. C'est pas en général. Pour certaines personnalités, elle connaît les conséquences de l'encouragement à l'utilisation de filtres, à l'utilisation de la réactivité, à l'utilisation des vanity metrics, de ces retours, etc. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Mais ça, c'est des choses qu'on pouvait dire avec le tabac, bien évidemment, depuis longtemps. Donc, ce que je propose, moi, c'est d'introduire, puisque la question est plutôt une question de rythme et de hachage de l'attention, c'est d'introduire des compteurs et des limitations de vitesse. Pas seulement la durée qu'on a maintenant, même si elle n'est pas très visible. Il faudrait que tout ça soit visible, comme quand vous êtes dans votre voiture.
votre voiture, vous avez un compteur tout le temps. Vous ne pouvez pas l'enlever. Et là, c'est pareil, il faudrait que vous ayez votre activité permanente qui s'affiche, pas très gros, mais que vous ayez toujours en vision, et qui vous permet de voir votre activité de réaction, notamment. Et donc, on verrait que vous avez, si vous voyez que vous avez balancé 60 likes dans la journée, bon, faut peut-être vous poser des questions quand même, quoi, parce que ça veut dire que les autres aussi, ils en reçoivent, et puis tout ça génère une inflation de visibilité tout à fait inappropriée la plupart du temps. Idem pour les retweets ou pour les partages, et tout cela est important. Donc, on pourrait avoir ce dispositif dans les interfaces, qui soit immédiatement accessible, mais pas en signal très visible, mais comme on a les mesures là actuellement, je vous rappelle d'ailleurs que Facebook a commencé à imaginer d'éliminer les vanity metrics, hein, parce que ça produisait des effets, pervers, dans le sens où on produit pour incrémenter son score. Hein, vous connaissez cette situation-là, quoi. Et donc, on produit les contenus qui conviennent. Et évidemment, c'est pas forcément les contenus les plus malins ou les plus instructifs. Vous vous doutez bien, quoi. Hein, pour faire réagir, c'est radical si vous publiez un gag, certes, mais aussi une horreur, une insulte, etc. Donc, du point de vue éducatif, moi, je vous présente des slides qu'on a utilisés quand je travaillais pour le canton de Vaud. Ils ont utilisé mon modèle un petit peu de sociologie du numérique et du modèle de l'attention pour concevoir justement des principes éducatifs pour tout le cycle, depuis les petites classes jusqu'au gymnase. Et donc, là, il y a une partie qui consiste à essayer d'éduquer, à détecter la prédation de notre attention en disant que fait chaque signal, qu'est-ce qui nous apprend, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le voit pas, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon, etc. C'est un des éléments éducatifs, en l'occurrence là sur TikTok, qui peut être très intéressant. Et puis plus globalement, vous voyez, les slides qui ont été faites avec des choses un peu sympas pour les ados de ce point de vue, pour essayer de comprendre tout ce que c'est un dark pattern, par exemple, c'est-à-dire les modèles cachés qui vous permettent d'activer réellement les différents la réaction dans le système attentionnel de chacun. Donc, du coup, c'est pour moi, j'explique un peu plus en détail, c'est-à-dire que en réalité, c'est une forme de riposte graduée, c'est-à-dire qu'autant, évidemment, tout le monde a peur quand on dit ça, parce qu'on dit, bon, vous allez interdire la liberté d'expression, le free speech. En réalité, non, on ne l'interdit pas, on le ralentit et on le retarde, si vous voulez. Donc, le free speech, oui, ok, ça sera un autre problème, ça à traiter, mais par contre, le free reach, non, c'est-à-dire que le free reach, il n'y a pas de raison de se dire, tiens, on a le droit d'inonder tout le monde avec tous les contenus. Non. Même si c'est des bons contenus, entre guillemets, c'est pas le problème, vous n'avez pas le droit de capter l'attention, etc. Et donc, vous devez vous modérer. On va apprendre effectivement à se ralentir et à être un peu plus sobre. Vous voyez, c'est des thèmes qui sont contemporains, ça pour bien d'autres questions. Donc, quand on affiche le nombre de tweets, de likes, de posts, de partages, eh bien, on fixe une alerte ou un régulateur de vitesse, comme on a un peu partout. Et puis, on fixe le seuil librement. Et puis, on passe un contrat et on fournit éventuellement, une plateforme peut donner des récompenses de modération aussi. Et puis, on peut soi-même, effectivement, petit à petit, se retrouver contrôlé et se retrouver à couper le droit d'émettre un tweet, par exemple, pendant 24 heures. Parce que, on en a déjà tellement envoyé que, bon, ça suffit. Ce qui permettrait de filtrer d'ailleurs toutes les agences de propagande qui sont dans la propagande délibérément, comme l'agence Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, effectivement, où là on pousse du contenu systématiquement avec des robots, etc. Bon. Donc l'idée c'est de reprendre le contrôle en tout cas, de nous obliger à faire des choix et à hiérarchiser et de ne pas être complètement capté par tous ces éléments. C'est ce que j'ai appelé le réchauffement médiatique, et évidemment en analogie avec le réchauffement climatique, mais pour montrer qu'on est vraiment justement exactement à l'opposé de ce qu'il nous faudrait pour traiter des questions complexes qui sont de fait qui supposent du temps, qui supposent des délais, qui ne peuvent pas être liés seulement à de la réactivité. Alors on trouve ça, les gens peuvent s'être effrayés en disant ça, mais vous vous rendez compte, vous allez empêcher la vie active, la vie passionnante et débridée des interactions, etc. Vous dites oui, mais quand ça commence à affecter la santé mentale d'un certain nombre de gens, du système de débat public, et puis de la fragilité psychologique de certaines personnes, il faut peut-être se poser des questions, justement. Eh bien, on a fait ça dans le domaine de la sécurité routière. On se disait quoi de mieux que d'être libre de rouler à la vitesse qu'on veut, avec les équipements que l'on veut, etc. Bien, petit à petit, on a appris qu'il était meilleur pour tout le monde,
de se contrôler petit à petit et petit à petit de fixer des rythmes, des systèmes de contrôle du point de vue de la vitesse, du point de vue des priorités, des hiérarchies, etc. Et tout cela, ce sont pas seulement des effets de mauvais conducteurs, quoi. C'est le fait que de façon systémique, on est entraîné à réagir. Et à ce moment-là, il faut être capable de se ralentir, de fait, ce que j'appelle effectivement, dans un français parfait, le cooling by design, vous voyez, comme on dit souvent. Donc voilà un petit peu, c'est se ralentir, n'est-ce pas? Alors, il se trouve que les plateformes comme Twitter, par exemple, ont déjà compris cela, avaient déjà compris cela avant Elon Musk. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il a compris, mais bon, ils introduisaient ce qu'on appelle de la friction. C'est-à-dire l'idéal du marché libre, c'est il n'y a pas de friction, et puis vous avez envie de quelque chose, tac, vous cliquez, en un clic, hop, vous l'obtenez. C'est ça, c'est quand même cette idée-là. Et donc pas de délibération, pas même de consentement éclairé. Là, dans les plateformes, ils se rendent compte qu'au bout du compte, il y a des choses ils doivent inventer des messages du type, ça c'est discuté, faites attention, allez voir. Ou bien le fait que est-ce que vous avez lu le document parce que les titres ne disent pas toute l'histoire, donc lisez le document avant de retweeter, etc. Donc on introduit de la friction. Les plateformes elles-mêmes sont conscientes du fait, mais à une certaine limite de leur business model évidemment, mais elles sont conscientes du fait que c'est quelque chose qui peut détruire la confiance dans le système et détruire l'intérêt global pour la plateforme. Alors, j'ai publié ça surtout dans Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux, qui est sorti à peu près au même moment que le documentaire sur The Social Dilemma, qui était effectivement très intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on réagit maintenant? Et ça sera dans ma conclusion, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il est possible, c'est possible maintenant d'y penser, et pourquoi est-ce qu'on peut agir maintenant? C'est des choses que moi j'ai dites il y a très longtemps, mais en réalité, c'est maintenant qu'on sent une sensibilité du point de vue des politiques, notamment, et de l'ensemble des personnels des groupes sociaux en charge de cette activité-là. C'est grâce à ce Cambridge Analytica. Vous savez, ce scandale, effectivement, qui a permis, à partir d'une expérience scientifique, de la transposer dans un environnement de manipulation de l'opinion, qui a permis d'influencer, non pas directement, mais de favoriser, en tout cas, le fait que certains électeurs ne se déplacent pas aux États-Unis pendant la campagne électorale. Et là, ça a attaqué directement les politiques, faut bien voir. C'est que avant, ils trouvaient ça très bien, le business dans tous les sens, on capte l'attention de tout le monde, les données personnelles, pas de problème. Mais à partir du moment où ça menace le processus électoral et leur propre capacité à être élu, alors là, ça on joue plus. Là, ça va plus. Là, Facebook s'est pas rendu compte, mais il a franchi un pas qui a été absolument radical et qui, de fait, on a vu à quel point il fallait trouver un moyen de réguler tout cela. À ce moment-là, on a commencé à dire qu'il fallait faire quelque chose. Le problème étant que maintenant, ça s'atténue un petit peu. Trump ayant disparu, alors c'était l'effet catastrophe, donc ça faisait l'épouvantail. Donc finalement, il est plus sûr que les décideurs soient aussi actifs de ce point de vue-là. C'est la même chose que moi quand je travaillais avec les pompiers, ils me disaient toujours, vous savez, quand il y a une catastrophe, alors là, vous avez 6 mois pour proposer toutes les solutions que vous avez en magasin, parce que là, les gens sont prêts à voter tout ce qu'il faut et les crédits qui vont avec pour résoudre ce problème, parce qu'il y a eu une catastrophe. Et 6 mois après, la mémoire a disparu. Donc les gens se disent, oui, bon, c'est pas très grave, il y a d'autres priorités, etc. Donc soyons attentifs à cela. Là, l'attention et le souci de cela se ralentit de fait actuellement. C'est pour ça que je propose que les mesures ne soient pas seulement les mesures de design comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ça paraît un petit peu limité. Et pour cela, il faut plus radicalement aller attaquer le modèle économique des plateformes. Et c'est important du point de vue éducatif aussi de sensibiliser ça à ça, c'est-à-dire que la publicité transforme radicalement la façon dont nous interagissons sur ces plateformes. Notamment parce que les plateformes ont des régies publicitaires qui sont les leurs, c'est-à-dire qu'ils gèrent la publicité, les contenus, ils vous les recommandent de la façon de les faire et ils vous fixent des tarifs dans un système tout à fait opaque qu'on appelle des enchères où les marques elles-mêmes ne retrouvent pas leurs petits, ça c'est clair. Il est clair qu'en réalité, on a même une situation qui a été décrite dans le livre de Tim Wang, Subprime Attention Crisis, l'équivalent étant la crise des subprimes de 2007-2008 évidemment, qui consiste à dire la bulle publicitaire d'Internet est extraordinaire. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire les effets réels de cela au bout du compte. Alors moi, j'ai une explication, c'est que même si ça n'a pas d'effet sur le public, ça a des effets sur les investisseurs. Parce que vous avez des retours et vous avez des signaux qui vous disent votre pub, votre marque monte, descend, etc. Et ça, les investisseurs aiment bien. Donc, c'est principalement ça, puisque nous sommes dans une économie totalement financiarisée de ce point de vue. C'est important de le garder en tête. Alors, et puis dernier point, effectivement, c'est l'importance du fait que l'importance est à partir du moment où vous ne fonctionnez que sur les signaux qu'il faut donner de visibilité, eh bien vous apprenez quoi? Vous apprenez collectivement, nous apprenons à faire du fake. C'est-à-dire que ça se faisait dans les séries comme Better Call Saul par exemple,
qui est excellent pour ça. Et puis vous aviez les manuels sur how to sell yourself, etc. Donc il y avait déjà ça, c'était pas quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux spécialement. Mais désormais, on l'a vu avec Instagram, c'est effectivement un des problèmes où on se déploie, on se présente sous des aspects qui font que votre personnalité se dissocie de votre réalité d'une certaine façon. Et de fait, là, vous apprenez à vivre dans ce monde-là. Et puis, il n'y a plus de fin dans cette course-là. J'avais contribué à un documentaire sur Instagram, sur Instagram, mais sur Arte, à propos de justement des effets, y compris en chirurgie esthétique, etc., de tous ces filtres, etc. Et puis le dernier logo qu'il y a dans le coin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, parce que peut-être que vous n'avez pas retenu le logo. Bon, je suis sûr que vous avez retenu le nom. Je vois que Pauline me dit qu'elle l'a retenu, elle sait de quoi il s'agit. Eh bien, c'est ChatGPT, évidemment, parce que c'est la même chose. C'est ça qui est extraordinaire, ChatGPT, c'est une machine à faire du fake. Hein. Donc, c'est une machine à faire semblant de faire des bonnes réponses, de faire éventuellement des choses correctes, parce que c'est très neutre et très bien organisé, et d'une rédaction absolument parfaite, mais derrière, il n'y a pas forcément de fond, donc c'est du standard, ou il y a même des erreurs, des hallucinations, comme on dit, mais c'est pas grave, on joue là-dessus, et puis l'étudiant, même le sachant, peut continuer à produire des devoirs qui sont appuyés là-dessus, donc il fait du fake aussi, donc tout le monde est dopé comme ça, mais on sait très bien que tout ça n'a pas de réalité en termes d'apprentissage, en termes de connaissances qui ont été élaborées réellement. Et donc c'est pour ça que je proposais dans une conférence la semaine dernière de dire tant qu'à faire, le prof a dit qu'à aussi faire des corrections fake et de laisser ChatGPT corriger. Et puis derrière, il a qu'à faire des cours qui seront enrichis non seulement enrichis par ChatGPT, mais qui les fera lui-même. Et à ce moment-là, on vit dans un certain monde qui est un apprentissage collectif. Donc de l'instagrammeuse ou du youtubeur aux enseignants, et bien vous voyez, et aux élèves, il y a quand même une boucle qui finit par fonctionner. Il faut pas oublier ça, c'est-à-dire que cette logique des scores et de la visibilité par les scores de réputation qu'on peut obtenir, elle finit par englober tout le monde et par nous faire apprendre que oui, tout cela, c'est juste une perception, c'est juste de la réputation, et donc jouons là-dessus en produisant les bons signaux pour améliorer tout cela. Et ça, c'est culturellement, c'est très grave de mon point de vue. Donc, c'est pas seulement la diagnostic que je fais, mais c'est aussi une alerte que je lance de ce point de vue. Et les plateformes devraient en réalité devenir aussi des éditeurs. Je vais passer rapidement là-dessus parce que j'épuise mon temps. Et donc, c'est quelque chose qui serait possible puisqu'il y a une loi, enfin un article du Decency Act de 1996. Les hébergeurs, les plateformes, comme les fournisseurs d'accès à Internet, sont toujours considérés comme des hébergeurs. Ce qui n'a plus aucun sens parce qu'ils produisent des contenus, y compris les régulent, etc. Et en Europe, on commence à revenir là-dessus avec le Digital Service Act, le DSA, le DMA, etc. En 2022, attendons de voir comment ils vont être réellement mis en œuvre. Et dernier point, vraiment, j'arrête après, c'est effectivement le fait que tout cela signale quelque chose quand même qui est un choc de culture assez radical. On a l'habitude d'alerter sur les dominations chinoises, etc. Et puis je pense qu'il y a des travaux d'ailleurs qui viennent de le montrer là, sur la façon dont TikTok est délibérément embriqué avec le Parti communiste. Donc je pense qu'on a raison, mais il ne faut pas oublier que du point de vue californien, je ne dis pas américain, californien même spécialement, et des libertariens, il y a un vrai programme politique qui est celui qui est basé sur un thème qui avait été développé par John Carroll Bowles en 1996, qui disait que le monde, l'Internet devrait être gouverné par le rough consensus, pas de décision, pas de processus, grosso modo on est d'accord, pas de vote, et puis le running code, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on produit, on génère du code, et puis on voit si ça marche. Et moi j'ai rajouté quelque chose, eh bien avec ce régime-là, il n'y a plus de cahier des charges, il n'y a plus de progression, enfin disons de projection de projets classiques, industriels, et bien évidemment, on fait plein d'erreurs. Et quand on fait des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de faire des excuses. On va pas payer des amendes ou passer en tribunal. On fait des excuses qu'a fait Zuckerberg pendant des années, là, pendant 2 années après Cambridge Analytica. Et ça, c'est un choc de culture. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'ont aucune culture du droit, aucune culture de l'État, aucune culture de la régulation nécessaire pour rendre vivables ces espaces-là. Et donc, ces plateformes-là, mais spécialement celles-là, pas toutes, mais celles-là en particulier, eh bien, sont dans une position dominante maintenant, parce qu'elles ont cassé ces règles-là et qu'elles prennent l'habitude de penser que tout le monde va se coucher. Enfin, je pense que l'Europe commence à réagir, et c'est très important, notamment du point de vue attentionnel, principalement là-dessus, parce que cette attention, nous ne la contrôlons pas vraiment, nous sommes quelquefois captés, attirés, et ça, c'est quelque chose de très important à recontrôler, à reprendre en main d'une certaine façon.
Voilà ce que je voulais dire. Ça, vous trouverez mon dernier livre là aussi sur propagation. J'en parle aussi de tout cela, mais pas tout à fait de la même façon, pas sur l'angle, un peu sur l'angle attentionnel, mais pas seulement. Et pour bien comprendre comment précisément nous sommes traversés par l'ensemble de ces signaux et donc l'analyse des propagations dans tous les domaines, pas seulement dans les médias sociaux, constitue effectivement un axe d'analyse très important. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis il reste un petit peu de temps pour quelques questions, je crois, mais c'est Pauline qui va reprendre la main.